Bonsoir à tous, bienvenue sur le grand rendez-vous, c'est l'heure du débat. Merci d'être avec nous pour les élections générales de 2026. Eh bien, les choses se précisent, partis politiques, institutions et acteurs concernés désormais fixés sur le chronogramme de la Sénat. Les grandes dates et les activités qui jalonneront les différents processus électoraux sont connus, on en parle dans un instant. Une analyse aussi sur les dernières sorties politiques de la semaine au sommet de la jeunesse 2025 et en invité sur un panel qui a reçu l'ex-président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Humbedji, n'a pas démordu. Il a ouvertement critiqué le système politique en cours et prône l'inclusion. Les chroniqueurs se prononcent dans un instant. Ensuite, grand angle sur la présidentielle gabonaise qui valide un général putschiste dans les urnes. Brice Clotaire Oligui Nguema quitte son uniforme pour briguer un mandat présidentiel de 7 ans, 19 mois après avoir renversé la dynastie Bongo. Pour quel Gabon? Regard et analyse des invités du grand rendez-vous à suivre. Merci d'être avec nous. Dans une dizaine de minutes, le plateau des points de vue avec nos chroniqueurs. Vous les verrez, vous aurez l'édito d'Ambar Salouf sur la nouvelle présidence au Gabon comparé aux pays qui, comme lui, ont vécu la prise de pouvoir par les militaires. Quand le putschiste devient l'éternel politique, nous verrons ce que ça pourrait donner. Ensuite, nous passerons les analyses plus loin avec deux internationalistes. Hamzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique, il est spécialiste des relations internationales et diplomatie, et Emel Guérin, internationaliste, expert en communication politique et gestion de crise. Avec l'expérience du Gabon, les régimes putschistes en Afrique sont-ils désormais à l'épreuve du jeu démocratique et politique? On fera le débat autour. Mais avant, l'œil de l'expert reçoit le professeur Salif Désiré Baloubi. Il est professeur titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée dans l'État de Virginie, aux États-Unis. L'expert en communication publique nous dira si le nouveau choix des Gabonais est un choix optimal pour l'avenir du pays. Merci, bienvenue. Eh bien, c'est la météo politique, pour commencer. Et cap ce soir sur la haute cour de justice. Le commun des Béninois retient qu'elle est une institution juridique chargée de ne juger que le président de la République et les membres du gouvernement. Mais jusque-là, aucune véritable décision rendue. Alberto Mardoché-Gounou, bonsoir. Bonsoir Christian, amis téléspectateurs. Très ravi de vous retrouver ce soir. Eh bien, dites-nous, est-ce que c'est la raison d'être de la haute cour de justice, ce que je venais de dire tantôt? Effectivement, Christian Adandrian, la haute cour de justice est un peu comme une alarme anti-incendie installée tout en haut de notre République. Sauf qu'on ne l'a jamais véritablement déclenchée. Elle existe, elle est prévue par la Constitution de 1990, mais en 35 ans, elle n'a jugé ni président ni ministre. Silence radio. Pourtant, à sa création, elle portait une promesse forte: mettre fin à l'impunité au sommet de l'État. Parlez-nous alors de l'institution en elle-même et de sa mission. La haute cour de justice tire sa légitimité et sa légalité des articles de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. En vertu de l'article 136, la haute cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. Revenons à présent, Mardoché Alberto Goulou, à la décision de poursuite, puis à la mise en accusation du président de la République et des membres du gouvernement. Comment est-elle prise, cette décision? Tout se joue d'abord à l'Assemblée nationale. Cette décision est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale de notre pays. Le mode de votation est celui prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés membres de la haute cour de justice ne prennent pas ni au débat ni au vote sur la poursuite. L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel ayant
juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale. Et comment se fait alors la saisine de l'institution au fait des poursuites? Deux choses. La saisine se fait d'abord, Christian Dadédia, par soit sur une demande du président de la République adressée au président de l'Assemblée nationale, soit sur une proposition de résolution déposée par le 10e au moins des députés composant l'Assemblée nationale du Bénin. Pour sa composition suivant l'article 135 de la Constitution de notre pays, la Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. L'institution, j'y arrive, élit en son sein son président. Et justement, en parlant des présidents depuis sa création, la Haute Cour de justice a été dirigée par des figures marquantes du monde juridique et institutionnel de notre pays. Pour rappel, Christian Adandé-Diaby, téléspectateur, le professeur Maurice Arazo-Glélé fut le premier président de cette institution. Ensuite, Madame Marceline Berra Afouda, Madame Clotilde Médégan Noubodé, le professeur Théodore Olo, Madame Cécile de Dravo Zizidohoué, et depuis mars 2024, c'est la professeure Dandy Nyamou qui en assure la présidence, une juridiction reconnue, respectée, mais qui, comme ses prédécesseurs, n'a jamais encore dirigé un procès emblématique. Et pourquoi donc? Parce que la procédure est vraiment complexe. Certains diront qu'elle est verrouillée. Elle est une institution bien organisée, mais qui ne s'active jamais. Elle siège à Porte-Nouveau près de l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de météo politique, la Haute Cour de justice reste en zone de calme plat, là où l'on s'attendait à voir des éclairs de justice. Pour l'instant, rien. Et si un jour elle devait vraiment s'activer, ce serait peut-être l'orage du siècle dans la République. Et nous sommes en plein dans la météo politique. C'était la Haute Cour de justice. À présent et très rapidement, on va parler des faits d'actualité de cette semaine qui s'achève. Effectivement, nous allons commencer par la promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle. Le 3 avril 2025, le président Patrice Talon a promulgué la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Cette loi de 47 articles accorde une reconnaissance légale aux autorités traditionnelles et reconnaît officiellement au Bénin 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. On connaît désormais le chronogramme des élections générales de 2026 avec la Sénat. C'était le 15 avril, la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement remis aux partis politiques, aux institutions et aux acteurs concernés le chronogramme des prochaines élections générales. Il décline les différentes dates activées et missions en rapport au processus électoral. Une manière de permettre aux parties prenantes de suivre attentivement son déroulement et de s'y préparer efficacement. Au sommet des jeunes béninois, on va parler d'un acteur politique et pas des moindres, Maître Adrien Roubedji. Il s'était exprimé. Maître Adrien Roubedji a partagé son expérience politique avec les milliers de jeunes au sommet des jeunes de 2025. Ces déclarations telles que, je cite, citation, « Quand vous êtes prisonnier politique, le premier devoir, c'est de vous évader ». Fin de citation. A été perçu comme un appel à la résilience et à l'engagement des jeunes dans la vie politique malgré les obstacles. Il a poursuivi son intervention par des critiques ouvertes à l'encontre du pouvoir qu'il partage pourtant tant membre de la majorité présidentielle. Oui, voilà. Et pour finir, comment se présente le ciel politique, comme vous nous avez habitués à cela? Des plus visibles, 3 formations politiques continuent leur randonnée, BR, l'UP, le Renouveau et les démocrates. Et chez les démocrates, le temps alterne entre orage et éclaircie. Pour l'instant, le parti déroule son calendrier. Derrière les nuages politiques, un soleil militant tente de percer. Le parti affûte ses armes. Le tandem présidentiel se dessine et l'orage pourrait bien se transformer en tempête électorale. Conseil du jour, garder le parapluie de l'égalité des chances ouverts, mais ne pas éteindre le feu de la mobilisation. Côté UPR, le baromètre est en mode formation intensive. Les cadres du parti sont envoyés sur le terrain avec un GPS politique et une boussole électorale en main. Ambiance studieuse, donc pas de vent de panique
pour l'instant, mais la pression monte dans les couloirs disciplinaires du parti. Prévision, un climat reste chaud sur le fond, mais parfois glissant sur la forme. Et puis, on va finir avec le bloc républicain. À ce niveau, le ciel est plutôt clair, voire presque trop calme pour la saison préélectorale. L'ambiance est à la consolidation, aux adhésions fraîches et aux séances de préparation. Le bière joue la carte de la stabilité avec quelques coups de vent favorables dans les zones urbaines. On note notamment l'arrivée de figures de l'opposition ou de partis de la majorité qui viennent renforcer les rangs. Attention toutefois, trop de beau temps peut endormir l'électorat. Un orage tactique pourrait bien secouer les prochaines semaines. Et puis, à chacun sa saison, à chacun sa stratégie. Le bulletin est lancé. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si les vents auront tourné désormais. Eh bien, vous êtes là. Vous allez nous revenir en plateau pour beaucoup plus de précisions sur le temps qu'il fera dans le ciel politique de la météo politique sur le grand rendez-vous. C'était donc la météo politique avec vous, Alberto Mardo-Chegounou. Merci beaucoup. Nous allons installer le plateau de la discussion. Ce sont les points de vue. C'est l'instant point de vue sur le grand rendez-vous avec nos chroniqueurs déjà installés. Bonsoir, cher monsieur. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir, Christian Dandédian. Bonsoir à tous. Bienvenue. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique et rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être avec nous. Omar Salouf, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci d'être là. Bienvenue. Et bonsoir également à vous, Henri Sauvy, Yambodé. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Journaliste, chroniqueur politique, rédacteur en chef de Radio Tado FM à Bomey-Calavi. Et le tout dernier, notre nouveau, je dirais, sur le plateau du grand rendez-vous. Il n'est pas à présenter, ou cher monsieur, devrait-on le faire? Oui, il faut le faire, parce que c'est l'image que les gens ont perdu de vue. Il y a un bon moment. D'accord, je me présente, Herman Boussou. On allait le faire à votre place. Bonsoir, chers amis. Merci de m'inviter à ce grand débat. Nous rendez-vous, bien sûr. Merci beaucoup, merci d'être là. Eh bien, on a 3 sujets à aborder, 2 sujets en page nation et un sujet en inter. Et le sujet en interactualité, on parlera justement du Gabon qui vient de sortir de l'élection présidentielle avec l'élection du général putschiste, je vais nommer Brice Clotaire Oligui. On suivra la chronique, l'édito de Omar Salouf dans un instant. Mais d'abord, en page nation, ils sont tous désormais informés du chronogramme de la Sénat pour les élections générales. 53 activités sont programmées pour les élections communales et législatives et 38 pour le processus menant à la présidentielle de 2026. Messieurs, les partis politiques, les acteurs et les institutions qui sont impliquées savent désormais ce à quoi s'en tenir. Je commence par vous, Gavin Goubi. Évidemment, la Sénat est en train de dérouler, et puis on peut dire son agenda. Vous savez que le dévoilement ou la révélation du chronogramme est l'une des premières étapes du processus électoral. C'est la preuve que la Sénat ne croise pas les bras, qu'elle est consciente de l'enjeu lié aux prochaines élections et qu'elle est en train de prendre les dispositions pour pouvoir fixer les différentes parties prenantes, les différentes institutions impliquées dans le processus électoral. Parce que vous l'avez vu, le président de la Cour constitutionnelle était également partie de ceux-là qui acquis les 2 chronogrammes, parce qu'il y a eu le chronogramme des élections couplées de janvier, les législatives et les communales, mais également celui de la présidentielle qui doit se tenir donc le 12 avril 2026. Donc ces 2 programmes ont été remis aux membres des partis politiques, aux représentants des différentes formations politiques, mais aussi aux représentants des institutions, des ministères chargés, impliqués, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections. Donc, c'est la preuve que tout se peaufine pour que le scrutin se déroule comme cela se doit et on ne pourra que s'en réjouir. Alors, il faut rappeler les étapes de ce processus. On a parlé de l'enregistrement des candidatures pour octobre pour la présidentielle et pour novembre pour les élections couplées, formation des agents, distribution des cartes d'électeurs. Il y aura dans ce chronogramme le convoiement du matériel électoral, la campagne électorale également pour les différents
différents types d'élections, la tenue du scrutin, la compilation des résultats, la programmation des grandes tendances. Herman Parfait à Niamboussou, au regard de toute cette batterie d'activités à mener, c'est-à-dire que la Sénat a déjà joué sa partition. La balle est désormais dans le camp des autres institutions et surtout des formations politiques. Je pense qu'on ne devrait pas être surpris du travail qu'a la Sénat, parce qu'en réalité, la Sénat ayant été mise en place depuis longtemps et connaissant bien sa mission et les moyens accompagnant un peu cette mission-là, la Sénat nous donne de comprendre qu'en réalité, quand la volonté politique accompagne des choses, ça se passe très bien. Vous vous rappelez encore, il y a quelques années de cela, à cette période d'élection, c'était encore des inquiétudes, c'était des balbutiements, c'était de grands questionnements. Il se fait que cette Sénat nous donne, pour les premières élections générales qu'on veut organiser, de constater qu'effectivement, elle a travaillé, cette Sénat, elle a travaillé à ce qu'on ait des élections vraiment apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. Mais quitte à savoir comment les partis politiques vont s'y prendre pour qu'on soit dans la même logique que la Sénat. Je pense que la Sénat, oui, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, le chronogramme pour les élections législatives et communales couplées, on sait que c'est le 11 janvier, c'est les précisions que la Sénat apporte, en fait, qui aujourd'hui nous place, nous, hommes des médias, dans une position de recherche d'informations fiables, parce qu'aujourd'hui, on peut aller vers les partis politiques leur demander, mais vous savez que les élections se tiennent à telle date, qu'est-ce que vous faites pour... Vous voyez, et y compris les ministères, les institutions, j'ai déjà parlé des partis politiques, tous ceux qui sont, comme l'a dit Gabin Goubi, partis prenantes à ces élections, savent désormais que nous avons élection couplée le 11 janvier et que la présidentielle c'est le 12 avril. Je pense que l'un dans l'autre, oui, premier tour, qui ici éventuellement un second tour en mai, pour qui sait déjà comment le Bénin fonctionne, le Sénat a fait du bon boulot, il ne nous reste plus qu'à rester très connectés. Pour voir si le chronogramme établi sera respecté et tout. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on est encore là pour aviser aussi. Alors, en parlant justement de la Sénat, le prix de l'expérience, pardon, d'un côté, la Sénat qui sait désormais tout faire, d'un autre côté, les formations politiques qui sont les véritables acteurs de ce jeu politique, de ce jeu démocratique. Oui, la Sénat a donné le top. Il revient maintenant aux partis politiques de se mettre au pas, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de se mettre en ordre de bataille, c'est de faire en sorte que les institutions au niveau de ces partis politiques fonctionnent normalement pour répondre aux rendez-vous de la Sénat, pour rester dans l'agenda de la Sénat. Parce que ce qui est sûr, c'est l'institution qui organise les élections et donc l'agenda, les dates, les grandes dates s'imposent à tous, que l'on soit un parti politique, que l'on soit institution de la République et tout. Et donc, ce travail très bien fait, qui a commencé depuis un certain moment et qui a été dévoilé, doit se poursuivre. Et la Sénat, une chose est de rendre public le chronogramme, mais une chose est de tout faire pour que ça soit bien exécuté. Bien exécuté. Même s'il y a des réajustements à faire, ce ne sera pas grand-chose. Oui, mais il faut s'assurer à ne pas être dérangé, à ne pas être embrouillé par les tons que pourrait donner tel ou tel autre parti parce que un parti aurait estimé que telle chose n'est pas à sa place et tout. Donc, la Sénat doit rester droite sur sa ligne et les partis politiques également doivent tout faire pour respecter cet agenda-là et ne pas être éparpillé sur des sujets qui n'avantagent pas en fait. Justement, quand vous parlez de sujets qui n'avantagent pas, il y a des débats autour du code électoral et bien d'autres, avec ce chronogramme qui est déjà désormais ventilé. Est-ce qu'on va tourner cette page et se consacrer à l'essentiel, répondre véritablement présent et activement aux exigences des différentes lois? Non, d'abord, il faut dire que rendre public ce chronogramme, d'abord, vient dissiper le doute sur ce que les élections auront lieu, véritablement lieu, en janvier et puis en avril. L'autre chose, c'est que ça vient montrer aux formations politiques qu'aujourd'hui, on n'est plus donc à l'heure de tergiversation, on n'est plus à l'heure de s'attaquer à un sujet qui ne tienne pas, mais de travailler à respecter le chronogramme et se préparer véritablement pour les élections à venir. Oui, si vous me demandez que est-ce qu'on ne va pas passer à l'essentiel, l'essentiel est de travailler à se préparer pour
remporter les élections, a fait la mobilisation. Oui, oui, le code électoral est resté donc le sujet est-ce que je vais dire de campagne, mais le sujet de dérivation à un moment donné, où c'est les 20% qui étaient donc, qui se retrouvent au niveau de la polémique. Le parrainage, on ne tient pas plus compte du parrainage, mais les 20%, parce que tout simplement, en comparant les élections passées, on se dit que dans chaque circonscription électorale, aucune formation politique n'est arrivée donc à avoir 10%. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver 20%? J'ai écouté le ministre conseiller à la justice, Gilbert Maledou, qui a dit qu'en réalité, c'est du mensonge de la part de l'information politique de l'opposition, car les 20%, en croyant, en fait, c'est dans les suffrages exprimés qu'on va exploiter les 20%. Donc déjà, si ce langage est porté donc vers les populations, il faut dire que les formations politiques commencent par travailler. Oubliez que, d'abord, la question de relecture du code électoral ne sera plus sur le tapis, mais de travailler à se conformer à ce code électoral qui sera utilisé. Justement, quand vous parlez du code électoral, il y a des exigences. Lorsque vous voulez figurer sur la liste des partis retenus pour aller à cette compétition, il y a déjà les dossiers de candidature qu'il faut collationner au niveau des différents candidats. Et vous voyez la tâche qui attend les formations politiques. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de forcément mettre beaucoup plus d'énergie de ce côté que de... Non, évidemment. Je pense que les partis ont intérêt à mettre, enfin ceux qui pensent encore ou qui rêvent de ce que ce code-là sera à nouveau revu, je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Parce qu'on a passé du temps depuis que ce code a été relu ou révisé en début mars 2024. On a passé du temps à appeler, sans grand résultat, les gens à vouloir depuis plusieurs mois le code. Ça ne bouge pas, les objectifs ayant prévalu à ce que certaines dispositions soient insérées dans cette loi-là, ont été clairement identifiées et puis révélées. Moi, je pense que la classe politique aujourd'hui a intérêt, enfin pour ceux qui estiment qu'il faut encore, qu'il y a encore espoir à ce que le code soit relu, je pense qu'il faut passer à autre chose. Donc, véritablement, il y a assez de dossiers en vue pour les élections communales et législatives. Des partis ont, de par le passé, fait les frais. Vous savez, je ne vous apprends rien que lors des élections de 2020, par exemple, il y a certaines formations politiques, en dépit de ce que le délai pour recevoir les dossiers avait été dépassé, on leur a accordé 72 heures supplémentaires, mais ils n'ont pas pu résoudre les dossiers. On ne va pas citer leur... Il faut dire les préparations. C'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser surprendre par le délai. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Sénat s'est prise assez tôt pour dévoiler le calendrier, pour que les formations politiques qui envisagent de figurer dans les starting blocks de cette élection-là sachent véritablement à quoi ça sert. Et je pense que la balle est véritablement dans leur camp. Maintenant, oui. Le reste. Principalement, l'opposition, moi, si j'aurais un conseil à donner, c'est de tout faire pour se préparer dès maintenant. Réfléchir à toutes les éventualités de blocage qu'il pourrait avoir, se préparer à cela, de lever tous les goulots d'étranglement. Le dossier. Oui, c'est ça, je dis. Il ne faudrait pas que, qu'on tergiverse sur un code électoral qui visiblement ne sera plus revu, sur des points qui ne sont plus d'actualité. Il ne faudrait pas qu'on tergiverse sur ces sujets-là et qu'on oublie l'essentiel et qu'on soit surpris par le temps, alors qu'on n'aurait pas peut-être tout fait pour avoir les dossiers, qu'on n'aurait pas... Les dossiers au complet. Les dossiers au complet, qu'on n'aurait pas tout fait pour avoir toutes les autorisations qu'il faut et qu'on est surpris par le temps et que maintenant on recommence à dire qu'il y a eu blocage, qu'on les a empêchés, qu'on n'a pas voulu qu'ils participent à l'élection et que c'est de l'exclusion et tout. Donc il faut forcément se mettre au pas dès maintenant pour participer. Il y a un autre langage que... On a l'habitude donc d'entendre de la bouche donc de certains partenaires, de certains opposants, que l'accord de gouvernance, par exemple, qui permet donc aux partis politiques de soulever des sièges dans les circonscriptions, donc cet accord de gouvernance donc, est fait pour favoriser, par exemple, les formations politiques de la mouvance. Je crois que ce que Omar a dit est important, parce que si vous ne vous préparez pas
quand on prend par exemple les élections de général, les communales et législatives, c'est 2 fois le nombre. Donc, il y a le titulaire et puis le suppléant. Le suppléant. Donc, et c'est sur tout le territoire national. Donc il faut déjà, à ce niveau, commencer par se préparer dans chaque région, dans chaque zone, dans chaque circonscription électorale, monter donc des comités pour préparer donc ces dossiers. C'est vraiment qu'ils ont pris la mesure de la chose et qu'ils se préparent cela, puisque après la présentation de la Sénat, on n'a pas eu vent de contestation, de protestation. C'est un organe. Oui, ce qui est clair, c'est que la Sénat, après avoir publié ce chronogramme-là, met un peu comme fin au débat sur la révision au nom du code électoral, parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de venir modifier des choses, alors que la Sénat a, sur la base de ces différents tests, déjà conçu un chronogramme ou des chronogrammes qui seront exécutés. Je pense que j'ai suivi cette semaine une conférence du professeur Joseph Djoguenou, qui est revenu un peu sur l'envergure nationale que les tests ont voulu donner aux partis politiques. Il dit que si les partis politiques parviennent à obtenir ce qui est fixé comme taux pour enlever des sièges, que ça va contribuer à faire de ces députés des députés qui ont vraiment une carapace de députés, d'élus du peuple. Parce qu'il y en a qui sont à Cotonou, qui sont élus à Cotonou, et qui ne connaissent pas Nati Dengou, qui ne connaissent pas Wassa Peonko, Berou Boué, Kérou Kondé, Consort. Désormais, les partis politiques travailleront à enlever des sièges. Je pense que désormais, les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance comme de l'opposition, doivent comprendre que les débats autour de la révision au nom du code électoral pour sauter le verrou des 20%, que ce débat est clos, il leur revient de se mettre vraiment au travail pour qu'après on n'assiste pas à des contestations mal fondées. Quoi. Et quand le chantre donc, même de la mouvance, de la famille présidentielle dit « je ne suis pas favorable à une relecture », le jeu est clos. Il faut évoluer. Mais c'est pas pourquoi. Ils insistent seulement. Ils insistent. Peut-être qu'ils ont finalement compris. En tout cas, on verra dans les jours, semaines à venir ce qui sera décidé et ce qui sera fait. Tout compte fait, la Sénat continue sa marche vers ces élections. Parlons de ces sorties médiatiques de plus en plus marquantes de l'homme politique Adrien Mbedi au sommet de la jeunesse ou des jeunes le 15 avril dernier. Le président de l'ex-PRD s'est une fois encore illustré par ses propos, morceaux choisis, vous permettrez de vous le lire. Laissez tout le monde être candidat. En 2019, nous avons fait des élections Wakhala. Prenons pour des mesures applicables à tout le monde pour éviter des crises. Il faut forcément que l'opposition aille aux élections. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Adrien Mbedi prône l'inclusion, cher monsieur. Que vous inspirent ces propos, Moussou? Oui, Maître Adrien Mbedi, le patriarche Adrien Mbedi, pour qui connaissent le parcours de cet homme, je pense qu'on peut lui prêter une certaine bonne foi. La bonne foi qui lui a permis en 2017, alors qu'il était en face de Patrice Talon, élu il y a 1 an, de présenter la situation politique du pays. Parce qu'il l'a dit, et il avait dit de bonne foi. En parlant, peut-être qu'il n'a pas compris, il croyait parler à un Patrice Talon novice en politique, qui n'a pas un programme, qui n'a pas un projet, qui n'a rien pour le pays. Il se dit, bon, voilà. De ces phrases fortes qui sont devenues refrain pour certains de nos confrères. Je pense qu'il a agi de bonne foi en 2017. Et aujourd'hui, on peut lui prêter également cette bonne foi quand il revient en 2025, dire attention, lâchez un peu du lest pour que les gens puissent respirer. On est sur le terrain politique, oui. Au fond, moi je pense que c'est le laborantin qui va dans son laboratoire, qui produit c'est pas une recette, mais sans s'aviser que ça pourrait avoir des effets secondaires. Je pense que c'est comme ça que je vois Adrien Mbedi. Il reconnaît quand même avoir contribué, avoir fait cette recette-là. Oui, et ce qui n'est pas faux. Non, ce qui n'est pas faux. Adrien ne reconnaît pas qu'il est, même au départ de réforme, il n'a pas reconnu, il n'a pas dit, ne serait-ce qu'expressément. Il devrait au départ dire, les amis, j'ai conduit ces réformes, mais aujourd'hui je constate que ce que je croyais, ce n'est pas ça. Mais dites... Vous avez suivi ces propos de bout en bout? Oui, voilà. Encore quand on parle de réforme... Est-ce qu'il n'a pas fait? Alors quand on parle de réforme, il n'y a pas de réforme qui disent enfermer Yambodé, par exemple. D'accord? Si les réformes... Mbedi n'a jamais dit... C'est système partisan. C'est partisan. La position actuelle de Mbedi, c'est une position qui, moi, me perturbe un tout petit peu. Vous savez, on lui aurait concédé le crédit d'une certaine bonne foi, et si certaines considérations, certains paramètres
ne l'ont pas, ne le plongent pas quelque peu par rapport à la trame ou à l'historique de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Quoi qu'on dise, c'est comme s'il cherche aujourd'hui à se donner une certaine virginité, une certaine neutralité par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est en son temps, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, il détenait quelque peu des manettes. C'est en son temps que cette réforme-là est advenue. Il a été l'un des auteurs. Peut-être il a fait en ce moment-là de bonne foi, peut-on dire. C'est en son temps que la loi sur l'embauche, par exemple, une loi qui est prise à défaut, a été actée. C'est en son temps que l'encadrement du droit de grève, un certain nombre de dispositions quand même, qui sont considérées comme des lois quelque peu crisiogènes ou conflictiogènes ont été adoptées. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui a dressé le lit, qui a prêté flanc, qui a maintenant, on a contribué à la construction de quelque chose, et qu'en cours de chemin, on a constaté qu'il y a sauf qu'aujourd'hui, le parti de Humbedi a fondu avec la une formation politique de la mouvance. Ces députés, en son temps, il y a un peu plus d'un an, ont donné leur caution, ont voté quand même, parce que le vote a été fait de façon ont voté ce code-là, qui aujourd'hui, et le leader se met en retrait, et depuis quelque temps, ça fait, en février dernier, il a tenu un discours du genre. Vous savez, quand on dit laissez tout le monde aller aux compétitions, aux élections. De quel tout le monde il parle. Lui-même sait qu'avec l'encadrement, avec les balises qui ont été apportées à la réforme du système partisan, ce n'est plus possible. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition, allez-y, la position de Gabriel Goumbédi. On ne peut pas parler de Goumbédi sans recourir à son élection perchoir en 2015. Goumbédi n'a pas été en 2015 au perchoir sans l'accord de Patrice Talon, excusez-moi. Patrice Talon qui était en ce moment en exil. Moi, j'ai assisté de bout en bout à la journée d'élection à l'Assemblée nationale. Et j'ai su à peu près ce qui s'est passé. Parce que déjà, on a eu quelques informations en tant que journaliste et tout. Et donc, parce que Goumbédi ne pensait pas que... le 42, 41, 42, la voix qui sauvera le Bénin. Voilà. Donc, je pense que, oui, on peut parler de loi conflictogène, de loi chrysogène et tout, mais la main qui donne ordonne. S'il a pu être élu en 2015, c'est pas forcément le retour de l'ascenseur. Oui, sont les élections de 2015 et les réformes. Le fait d'avoir les yeux fermés, acté l'opposition. Il y a eu 2017 où il a présenté la situation du Bénin. Les réformes sont venues. Après, les réformes ont été corsées. Excusez-moi, les réformes de 2009 ont été corsées. Deux secondes. Au-delà même des aspects politiques que Goumbédi aborde, aujourd'hui, c'est maintenant il se lève pour revendiquer le retour des exilés politiques. C'est à croire que depuis 4 ans que Joël Aïvo, ou peut-être... Il était resté dans le silence. Il a eu le temps de contacter Patrice Talon à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que les deux se sont dit? Vous n'oubliez pas que quand la question a été faite au chef de l'État, à la faveur de l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a dit, mais les propos de Goumbédi sont un leurre. Allez comprendre ce qu'il veut dire par là. Omar Salouf. Et je me pose encore une question, c'est de savoir, est-ce que c'est parce qu'on a été au cœur d'une réforme, au cœur du vote des lois à un moment donné, est-ce que c'est à cause de ça qu'on n'a plus le droit ou la possibilité de revenir ou de remettre en cause ces lois? Maître Adrien Goumbédi a été au cœur, a été depuis, quand on prend un passé récent, depuis 2015 à aujourd'hui, il a été l'un des acteurs clés, voilà. Clé de toutes les réformes qui ont conduit le Bénin jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que, en tant que dans sa posture de sage, est-ce qu'il ne peut pas s'autoriser à opiner sur certaines questions, à attirer l'attention, excusez le thème, à attirer l'attention de son jeune frère, Patrice Talon, sur certains problèmes qui engage la vie de l'État. J'ai pas vécu au village. Le sage ne parle pas en public.
Excusez-moi, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Il devrait aller voir son jeune frère. Laissez-moi finir. Si vous m'aviez laissé finir, on a vu le chef de l'État se rendre à son domicile. Pour raison de transparence, je parle de ça avec Patrice Talon. Vous avez l'impression qu'il y a un deal. Non, chacun a sa manière de vivre et de s'exprimer. Oui, il y a certains qui disent tout en public et il y a d'autres qui les gardent et qui attendent le moment pour le dire. De ceux qui pensent par exemple que parce qu'on est de la mouvance présidentielle, on ne peut plus opiner sur certains points clés de la vie politique. Vous avez vous-même dit, par exemple, qu'il est resté longtemps silencieux. Pendant ce silence, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Nous ne savons pas toutes les discussions qu'il y a eu entre le président Patrice Talon et le maître Adrien Mbedi, avec Adrien et à Mossoul, Bruno, avec Idi Kolaoye et tous les autres patriarches. Nous ne savons pas tout ce qui a été dit. Maintenant, si aujourd'hui, Maître Adrien Mbedi se permet de parler de cette façon, je ne crois pas qu'il faut balayer ça d'un revers de la main ou qu'il faut s'accrocher à son passé ou à un passé du Bénin pour le juger. On va évoluer dans la discussion. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à aborder. On sait aujourd'hui, là c'est les critiques d'Adrien Mbedi qui se multiplient par rapport au pouvoir. Que faut-il y voir? Est-ce que c'est un divorce progressif et inévitable qui est en train de se préparer avec ses alliés politiques de la majorité présidentielle? Ce n'est pas exclu, sauf que ça n'aura pas d'effet en quelque sorte. Vous croyez? Non, son parti a fusionné. S'il divorce, je ne suis pas sûr que les jeunes, ceux qui sont dans la tendance, vous avez il y a quelques mois reçu ici l'actuel porte-parole du parti Union Progressive, le Renouveau, et vous avez suivi sa posture. Pour lui, je ne pense pas que les cadres du parti sont prêts à suivre Maître Adrien Mbedi dans cette posture qu'il est en train d'adopter aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes dans un contexte où... Il y a les fidèles des fidèles. Non, ça peut arriver, mais c'est vrai que... Nous sommes dans un contexte où, excusez Henri, nous sommes dans un contexte où le pouvoir actuel est en train d'égrener les derniers mois de son mandat. Et nous ne perdons pas cela de vue. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le peuple béninois n'a pas l'impression que Mbedi, on l'a vu dans des combats où il y a des situations qui sont dénoncées depuis plusieurs années. Et c'est pratiquement à quelques encablures de la fin du mandat que lui se réveille sur ce dossier-là. On a le sentiment de l'avoir vu auprès du peuple. Lui va se rendre de mon côté. Moi, je trouve que c'est trop tard. Plutôt, on me dit en renfort à l'opposition. Parce que ce qu'il dit là, ce sont les doléances portées par l'opposition. Donc, je le vois en renfort à l'opposition. Mais l'autre chose, il y a également que Mbedi est en train de se repositionner. Et voulant se repositionner, il a trouvé peut-être ce thème-là pour se repositionner. Mais si Mbedi, si c'est le divorce à Porte-Novo, vous savez, oui, Mbedi, il a son poids politique à Porte-Novo. Mais n'oublions pas également qu'il y a des jeunes ténors qui sont à Porte-Novo et qui également veulent sortir la tête. C'est plus comme avant où, oui, c'est selon le baron, on est sous le baron. Est-ce que quand il ne dit pas vous aller à gauche, vous voyez pas seulement des autres formations politiques aussi? Est-ce que les jeunes arrivent véritablement à sortir la tête? Oui, mais non, mais c'est pas la même manière. Oui. Ici, c'est que Mbedi est là. Mbedi, si Mbedi se retrouve divorce de la majorité, il va se repositionner à Porte-Novo, mais il n'aura plus cette envergure politique qu'il avait. Est-ce que vous partagez sa lecture? Je pense qu'en réalité, sur ce plateau, tous présents, nous ne sommes pas dans le secret des discussions au sommet de l'État. Nous ne savons pas si Patrice Talon arrivera à échanger largement et longuement avec Maître Adrien Mbedi. Soglo l'a dit effectivement, j'en parle plusieurs fois à Patrice Talon, mais est-ce qu'il a écouté quand il parle à Patrice Talon? Depuis l'avènement de ces derniers événements à la tête de ce pays, il me semble-t-il, Patrice Talon est devenu très méfiant. Est-ce qu'il a encore une oreille attentive auprès de ceux-là ou alors est-ce qu'il écoute encore ceux-là qui lui parlent? C'est ça la grosse interrogation. Si Maître Adrien Mbedi l'a déjà dit une fois, publiquement, et il a réitéré
au cours de la journée du sommet des jeunes, je pense que ça devrait nous amener à réfléchir, à nous demander pourquoi le patriarche parle ainsi. Malgré tout ce que l'autre a dit de lui à Porto Novo, Da Silva de Porto Novo, il mettait sa position. Comme pour dire, quand on est convaincu de quelque chose, il faut pouvoir le dire. Maintenant, tout dépendra de la réponse que Patrice Talon va lui apporter. Est-ce que Patrice Talon va trouver le moment de se dire, ok, il a contribué à ce que je sois là? Parce que n'oubliez pas, un homme d'État n'est pas là de son prophète. Je ne pense pas qu'Adrien Oumbédi revendique un certain retour à son parti politique. Non, il a dit, nous sommes phagocytés, nous sommes déjà dans le plus haut niveau. Il a ce qui est contenu dans l'accord pour la création. N'oubliez pas non plus, Oumbédi était à la création des grands ensembles, même si à un moment donné, il s'est retiré pour après revenir à l'UPR. Moi, personnellement, je ne vais pas revenir sur la posture de Oumbédi au début de la réforme du système partisan où il ne voulait pas fondre son parti. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais si je suis Patrice Talon, je vais tout faire pour davantage écouter que ce soit Adrien Oumbédi, que ce soit Nicéphore Soglo et tous les autres patriarches que le Bénin a connus depuis 90 ou bien même avant 90 jusqu'à aujourd'hui, je vais davantage les écouter. Je ne vais pas forcément me mettre dans la posture de Gabin ou de Henri la forme, je l'ai dit, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir si des discussions ont été on est patriarche et qu'on est sage, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Mais le fait de le dire en public, il s'agit ici. Il va Patrice Talon en audience pour lui parler des détenus politiques. D'accord? Donc, vous me dites que Patrice Talon a fermé la porte à Oumbédi pour que... non, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu de discussion entre les deux. On n'est pas dans le secret des dieux. D'abord, tout le monde n'a pas la même méthode d'expression. Le débat politique est public, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes publiquement, c'est vrai qu'il faut se repositionner et dire renfort à l'opposition. Nous nous donnons le temps de suivre un peu l'évolution de cette actualité, les retours que nous aurons. Et on reviendra en plateau et on fera la discussion. Allez, allons voir. Les couleurs sont déjà lancées. Allons voir les élections s'approchent. On peut se proposer l'élection présidentielle cette tenue, c'est au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a fait tomber le treillis militaire pour arborer, je dirais, la veste. L'édito de Omar Salouf s'y consacre. Omar, nous sommes avec vous. D'entrée, vous nous donnez un bref aperçu de quelques putschistes africains finalement accrochés à la chose politique. Oui, Christian, ils sont nombreux, ces présidents africains, à accéder au pouvoir par des coups d'État. Certains, ils sont accrochés jusqu'à présent. Théodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ne sont pas prêts à raccrocher après près de 4 décennies au pouvoir. Plus récemment, Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani du Niger, Brice Oligui Nguema du Gabon, pour ne citer que ceux-là, ont complété la liste des putschistes africains et semblent s'inscrire également dans la dynamique de s'éterniser au pouvoir. Surgir, agir, disparaître, ce que souhaitent les peuples de la part des militaires quand surviennent les coups de force, non? Oui, surgir par le putsch parce que l'intérêt général et la vie du pays seraient menacés. Agir pour rétablir la bonne gouvernance avec un retour à l'ordre constitutionnel et disparaître en remettant le pouvoir aux civils et regagner les casernes pour continuer à remplir ses prérogatives de force de défense et de sécurité. C'est ce qu'ont toujours espéré les citoyens des pays frappés par les coups d'État. Mais à l'exercice du pouvoir, les putschistes vont largement au-delà de la période transitoire promise. Non seulement ils prennent toutes les dispositions pour soit rallonger les délais,
soit se déclarer candidat, organiser les élections pour ensuite les gagner et se maintenir au sommet de l'État. Le dernier cas en date est celui de Brice Oligui Nguema qui, par le putsch du 30 août 2023, mettra fin au règne d'Ali Bongo et de la dynastie Bongo au Gabon. Justement, en parlant du Gabon, moins de 2 ans après la chute de la dynastie Bongo, eh bien, les élections ont eu lieu. L'ordre constitutionnel est désormais rétabli, mettant ainsi fin à la transition. Oui, quelques jours, il faut le rappeler, quelques jours après le coup d'État auquel il a activement participé, Brice Oligui Nguema, ancien commandant de la garde républicaine d'élite, a été investi président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Il a tout fait de promettre au peuple gabonais une courte transition au cours de laquelle il remettrait les choses à l'ordre dans le pays pour ensuite transmettre le pouvoir aux civils avec à la clé un retour à l'ordre constitutionnel sur la base d'une démocratie renforcée. Mais cette promesse ne sera pas tenue, pas totalement en tout cas. L'ancien haut gradé de l'armée gabonaise et désormais ancien président de la transition s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle et s'est fait élire le 12 avril dernier par une large majorité des Gabonais. Il est ainsi conforté dans le fauteuil présidentiel avec une vue panoramique sur la politique nationale. L'ancien militaire et putschiste Oligui Nguema, désormais vêtu du manteau politique, peut alors multiplier les mandats présidentiels à l'image d'autres putschistes africains. Pendant ce temps, le peuple, dans une interminable attente, espère avec foi que le meilleur reste à venir. Et voilà, le Gabon a réussi à tourner la page de la transition. Cher monsieur, que vous inspire l'histoire politique du Gabon ces 2 dernières années? Très rapidement, on y va. Herman, je commence par vous. Oui, l'histoire politique du Gabon ces dernières années nous montre que le peuple, ou alors ceux qui font semblant de représenter le peuple, à un moment donné de la vie, ils savent prendre leur stabilité. N'oubliez quand même pas que Ali Bongo a succédé à son père. Je crois Omba Bongo, c'est bien ça. Oui. Ali Bongo, malgré son état de santé, n'a pas cru devoir à un moment donné organiser sa succession, alors qu'il aurait dû le faire. Il aurait dû dire, écoutez, j'organise des élections et je transmets le pouvoir à qui je veux. Il aurait dû le faire en cette période-là, qu'on n'aurait pas assisté à cet épisode Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, je pense que le militaire ayant pris le pouvoir, il a sans doute constaté que les choses sont très bonnes, sont juteuses là-bas et tout. Et lui qui a promis de transmettre le pouvoir aux civils, vous voyez, désormais, il ne porte plus le treillis assez chaud, assez à être chaleur. Il préfère se mettre désormais un peu comme vous, en costume, cravate et tout. Et donc, mais je note quand même que, à l'opposé de ce à quoi on a assisté dans la sous-région, Clotaire Oligui Nguema a quand même montré qu'il a une feuille de route, parce qu'il ne s'est pas éternisé dans la transition. Il a vite organisé les élections. Et ce qui frappe le plus encore, c'est quand l'institution chargée d'organiser les élections au Gabon a annoncé les résultats et on l'a vu se mettre à genoux pour remercier Seigneur. Ça veut dire qu'il a une certaine crainte de Dieu. Non, il faut lui prêter, la bonne foi, d'avoir la crainte de Dieu. Parce que justement, oui, au moins il l'a fait. C'est un coup de com' qui marche. Ça a marché. Il s'est mis à genoux et a fait signe de croix pour montrer que oui, Dieu m'a donné le pouvoir que je voulais. Maintenant, quitte à savoir comment il va organiser les choses, est-ce qu'il va faire en sorte les choses de... Oui, vous disiez? C'est une formalité. Les élections. Ce qui arrive au Gabon, la tristesse. Non, au-delà du pouvoir. Voilà quelqu'un qui gère une transition. Il organise les élections. Voilà quelqu'un qui fait comparativement. On va revenir à ce Voilà quelqu'un qui fait coup d'État dans un contexte où pratiquement cela a été validé par l'ensemble du peuple, parce que le Gabon sortait d'une période d'incertitude où le président souffrant, pratiquement grabataire, n'avait plus ses capacités mentales et physiques au point pour pouvoir gérer sereinement le pays. Et il y avait, à côté de ça, des élections où le président sortant est suspecté d'avoir fraudé. Visiblement, on sentait que les institutions censées proclamer les résultats
ont été justement, envoyés autour. Il intervient comme un messie. Et voilà, bon, vous êtes militaire, c'est agir, surgir et disparaître. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse comme à la Mandou Toumani Touré, qui a fait un coup d'État au Mali en son temps, mais qui s'est replié, a confié le pouvoir aux civils, mais qui est revenu maintenant de façon formelle, reconquérir le pouvoir, et on sait comment il a pu sortir par la grande porte. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema aurait pu passer par ce canal-là aussi. Vous savez, c'est vrai que c'est difficile, comme Emmanuel l'a dit, de résister au confort douillet que vous offre les climatiseurs. Vous êtes adoubé par tout le monde. C'est vous qui êtes le leader charismatique. Et bien, donc, écoutez, la treillis, bon, vous portez ça tout le temps. Ce n'est pas toujours ce que cela doit être. Vous savez, une personnalité militaire ou chose là a toujours une personnalité. Vous savez, il y a la personnalité civile qui se cache derrière celle militaire. Donc moi je vois Brice Oligui Nguema à travers ces élections-là qui ont été juste des formalités de légitimation de son pouvoir en fait. Donc il veut juste légitimer qu'il est là parce qu'il s'est entouré de beaucoup de garanties pour le faire, ce que peut-être les autres n'ont pas. Et vous voyez, au Niger, c'est même pire en fait. Et c'est le peuple qui détient le pouvoir, le peuple lui a confié le pouvoir, puisqu'il était à un moment donné le sauveur du peuple. Bon, est-ce qu'il y a un problème à cela? Au moins il est arrivé à organiser les élections. Bon, de la paix. Au Niger, c'est après pour avoir réussi à tenir à ses promesses, puisqu'il a dit qu'il réussira à organiser les élections, et il l'a fait. Est-ce qu'on ne peut pas lui prêter bonne foi pour la suite de ce mandat constitutionnel qui vient d'aller à Eman qui lui prête... Non, de toute façon, là, maintenant, il est dans une posture de politique, désormais. Et donc, la politique, quand elle va peut-être encore goûter 2 ans encore plus au bienfait du pouvoir, au délice du pouvoir. Mais les chefs d'État sont au service du peuple. Oui, mais non, attendons les 7 ans pour voir si vraiment il va... Parce que vous y mettez. Oui, mais non, écoutez, vous savez, il a servi Bongo. C'est vrai qu'il est venu mettre fin au règne de Bongo. Désormais, on va entendre donc notre président. Mais il y a la susceptibilité donc, qui est là. Est-ce que vraiment, après 7 ans, est-ce qu'il pourra peut-être quitter le pouvoir en organisant rien n'est sûr. Est-ce qu'il n'a pas encore lui-même tripatouillé, manipulé les institutions pour faire comme celui qui il a fait tomber? Évidemment. Toute la question est là. Donc oui, il est bien. Il est de la dynastie, donc il n'a vu faire que ça. Donc en organisant les élections, parce que là il connaît les rouages, les mécanismes. C'est pour ça qu'il est arrivé donc à faire 90%. Vous savez, en Afrique, c'est difficile même pour un président qui a fait de très belles réalisations, de faire 90%. De faire 90%. C'est extraordinaire. Je pense qu'on n'entendra plus le nom des Bongo, mais le système est toujours en place. C'est clair. Brice Oligui Nguema représente toujours toute la dynastie des Bongo qui a régné. On dit même qu'il a un cousin. Il est un cousin de la famille Bongo. Donc, il représente toujours toute cette dynastie. Au premier heure de sa prise de pouvoir, nous l'avons vu, aller se prosterner devant la tombe de Feu Bongo. C'est la famille, en fait. Et donc, je ne le vois pas écarter toute cette grande majorité de la famille Bongo dans la gestion du pouvoir. Et donc, le système est toujours en place. Et je ne le vois, j'ai du mal à croire qu'il va respecter. Le président, j'ai du mal à croire qu'il va respecter tout ce qui a été dit là, faire 7 ans, disparaître. Mais si quelqu'un a dit qu'il va rendre le pouvoir aux civils et que subitement il est devenu candidat, est-ce qu'il est devenu civil? Il est devenu civil, après il est devenu candidat, il est élu président. Est-ce qu'il faut croire qu'il va faire 7 ans et partir? Le peuple gabonais y croit. Voilà pourquoi le peuple gabonais l'a élu à plus de 90%. On l'espère. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Herman Anyamoussou. Oui, merci à vous, Herman Salou. Merci à vous. Je voudrais préciser que le putsch
dans un pays, ça n'arrange pas le pays. Quelles que soient les gymnastiques qu'on ferait pour mettre le plateau en toute franchise avec les acteurs invités. Emile Guérin, qui est internationaliste, qui est consultant expert en communication politique et en gestion de crise. Il y aura également un autre invité à ses côtés. Il s'agit bien évidemment de notre cher Hamza Tablaï, qui est consultant politique et géopolitique, internationaliste également, qui sera avec nous. De putschiste à président démocratiquement élu, avec plus de 90% des voix, eh bien, il faut rappeler que l'élection de Brice Clotaire Oligui est-il un choix? Voilà, c'est une question que je voulais poser. Est-il un choix optimal pour l'avenir du Gabon? Nous avons tendu le micro au professeur Salif Désiré Baloubi, qui est titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée dans l'État de Virginie aux États-Unis. Il est expert en communication publique. Il a répondu à nos questions. Nous allons le suivre tout à l'heure dans l'œil de l'expert. À vous, Gaben Goubi, à vous, Henri Yambonnet, Herman Anyamboussou et Omar Salou, je dis bien merci. Voici l'œil de l'expert. Le général Nguema a été, disons-le clairement, plébiscité, puisqu'il a été élu avec plus de 90% des voix. On pourrait dire que c'est de l'inédit, oui, en Afrique, même s'il y a eu des cas qui s'approchent de cela. Surtout s'il ne faut pas parler du taux de 90% très élevé. On peut quand même se rappeler des régimes militaro-civils où des militaires ont pris le pouvoir, ils se sont fait élire et puis ils ont mis des civils dans leur gouvernement. Et puis on a connu un système de parti unique. Alors l'élection, la réélection, ça se faisait au niveau des assemblées et puis c'était presque du 100%. Mais ici, c'est quand même différent. Alors nous pouvons répéter sans aucun risque de nous tromper que c'est inédit au Gabon. Cette renonciation se comprend et puis ce n'est pas singulier, ce n'est pas de jamais vu. Vous voyez, avant le pouvoir, on a une conception de ce pouvoir, mais lorsqu'on commence à l'exercer, la vision peut changer. La compréhension qu'on a du pouvoir, or certains, surtout les critiques, disent « oh, on a pris goût quand le pouvoir corrompt, etc. » Moi, je ne suis pas dans cette logique de langage. Je pense qu'il faut comprendre tout simplement que le pouvoir, il est complexe, les mobiles sont difficiles à expliquer de façon objective. Si nous disons que nous comprenons, c'est parce que le cas de Brice, quand même, Clotaire Oligui Nguema n'est pas le seul. On peut en citer le cas très net de Yaya Jammeh, qui a renversé Dawda Jawara, n'est-ce pas, en Gambie, et qui a pris le pouvoir à partir de 1994. Il a été élu en 1996, et nous connaissons la suite. Elle est restée pendant longtemps. Nous pouvons citer le cas du Tchad. Vous voyez, ce n'est pas à la suite d'un putsch, mais c'est quand même à la mort de son père qui n'est-ce pas, est tombé sur le champ d'honneur. Et il l'a remplacé, et il a présidé aux destinées de son pays de 2021 à 2024. En 2024, il a été démocratiquement élu de toute façon. Il est le nouvel homme fort du régime. Il y a aussi le cas de J.J. Rawlings qui est arrivé au pouvoir par le biais d'un coup. Il a fait ce coup d'État en 1979, et puis il est resté jusqu'en 92. Finalement élu en 96 démocratiquement, et il est resté jusqu'en 2000, où il a vu la nécessité de laisser le pouvoir pour qu'on engrange un système véritablement démocratique. Je crois que le Bénin aussi, le cas du Bénin fait école. Vous savez, le militaire Kérékou
prend le pouvoir, qu'il gère de 1972 jusqu'en 1990. Et là, le Bénin, Dahomey devenu Bénin, a inventé ce qu'on a appelé la conférence nationale. Bon, bref, donc ce n'est pas du jamais vu, on comprend pourquoi il y a cette renonciation. Je reviens donc sur Oligui pour dire il connaît mieux le Gabon que nous qui sommes à l'extérieur, même si la géopolitique, la géostratégie du point de vue du continent africain, on en a une idée assez claire. Je ne pense pas qu'il ait pris seul les rênes du Gabon. Quand on a été élu à 90%, eh bien, c'est quoi que c'est la volonté du peuple gabonais. Seul le peuple est détenteur du pouvoir, lui seul est souverain. J'espère que le général, maintenant président civil, puisqu'il ne porte pas plus l'habit militaire, j'espère qu'il comprendra que le pouvoir, eh bien, ça émane du peuple et qu'il ne va pas le confisquer. Il va être fidèle. Il va travailler de façon à combler les attentes de ces 90% des Gabonais qui l'ont élu. J'y crois fermement. Vous voyez, tout compte fait, la politique c'est une chose, on la conçoit d'une manière donnée, quand on est en train donc de l'exercer, c'est toute une autre réalité. Mais il y en a qui restent quand même fidèles, fidèles et font tous les efforts n'est-ce pas, requis pour combler les attentes des populations qui les ont élus. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? C'est le neveu quand même de l'homme qui l'a renversé. C'est le neveu. Donc on peut dire que le pouvoir est toujours dans le cercle un peu élargi de la famille des Bongo. La seule différence que c'est il n'est pas Bongo, lui il est d'une autre famille, mais il est quand même le neveu de Ali Bongo, qui a lui-même succédé à son père Omar. Vous voyez, donc c'est le neveu, mais cela ne l'empêche pas de bien faire le travail. Ça ne l'empêche pas de bien faire le travail. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la continuité, parce que la vision peut être différente, elle doit être d'ailleurs différente, parce que si les Gabonais se sont sentis emprisonnés depuis le tout premier président jusqu'à la chute de Ali Bongo, eh bien, c'est pas d'une continuité qu'ils voudront, sinon on n'aurait pas élu le général Oligui. Je crois qu'on lui fait confiance, suffisamment confiance, et il ne doit pas trahir cette confiance. Il doit pouvoir la mériter. Il n'incarne donc pas de facto la continuité du système Bongo. Oui, il peut bien avoir les coups des franges, cela dépend. Cela dépend. Je pense que on soupçonne toujours la France-Afrique. L'Afrique centrale est dans une dynamique qui est un peu différente de celle que nous observons en Afrique occidentale, avec, vous voyez, je peux l'appeler la révolution de l'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, qui se détachent de la CEDEAO, qu'on condamne à tort ou à raison de corrompus, de soumis, n'est-ce pas, aux ordres de l'Europe, et plus précisément de la France. Je crois qu'en Afrique centrale, c'est tout à fait différent. Ils comprennent ce que c'est que la France-Afrique, mais ils sont en train, si on peut bien comprendre ce qu'ils font, ils sont en train d'utiliser une approche différente, c'est-à-dire pas une rupture brutale, mais ils n'auront pas, ou ils n'ont certainement pas froid aux yeux pour dire à la France, on ne fera pas les mêmes choses de la même manière et tout le temps. Certainement, oui, on peut craindre qu'il soit pris en otage par Macron ou bien celui qui remplacerait Macron par la France, etc. On espère, on croise les doigts pour que le Gabon renaît, fasse les choses autrement. Sinon, on aura fait tout cela
pour ça, c'est-à-dire pour être resté toujours dans les chaînes. Il n'a pas un autre choix. Il n'a pas un autre choix en dehors de combler les attentes du peuple gabonais. Alors, sa vision qui est claire, qui doit être la vision de tous les Gabonais. Et c'est là où le parti d'opposition, au parti de la mouvance doit se mettre au travail, si l'on s'entend sur la destination. Parce que c'est ça l'essentiel. Les approches pour y parvenir peuvent être différentes, mais nous devons cultiver, ils doivent cultiver l'amour pour la patrie, un patriotisme vraiment très poussé pour dire c'est d'abord la patrie et puis ensuite le parti. Le parti, c'est la manière donc de diriger, de gouverner, c'est l'idéologie politique. Mais la destination, quand elle est la même, on dira tout chemin mène à Rome, pourvu qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le renforcement politique, et du politique aller à l'émergence économique. Nous recevons à présent, dans la suite de ce programme, deux internationalistes pour piner sur la nouvelle présidence gabonaise, où on a quitté l'uniforme militaire pour briguer un mandat présidentiel de 7 ans, comparé à celle des pays encore sous le joug du régime militaire putschiste en Afrique. Ces régimes putschistes sont-ils à l'épreuve du jeu démocratique, du jeu politique? Question à poser à mes invités. Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir, Christian. Vous êtes internationaliste, expert en communication politique et gestion de crise. Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. Consultant politique et géopolitique, spécialiste des relations internationales et diplomatie. Oui, monsieur, une transition rapide, une élection présidentielle pour définitivement tourner la page du putsch de 2023 qui a mis fin à pratiquement 55 ans de règne des Bongo. Le Gabon de Brice Clotaire Oligui, un bel exemple dans l'Afrique des coups d'État de ces dernières années. Je commence par vous, Emel Guérin. Oui, écoutez, je dirais que Oligui a juste changé de veste et il n'a pas fondamentalement changé. Et c'est ça, justement, l'archétype aujourd'hui de la gouvernance en Afrique. C'est-à-dire qu'on nous dit que les militaires ne doivent pas pouvoir et ils font bien le jeu, comme l'a fait aussi le Tchadien Idriss Déby. Ils viennent au pouvoir, ils changent de veste, c'est-à-dire ils trompent l'uniforme militaire, au costume, cravate et veste, et puis il devient président. Ça change au fait quoi? On est militaire dans l'âme, on est militaire dans la tête, on est militaire dans le cœur, dans les faits, dans les gestes. Donc Oligui restera toujours militaire dans la tête et gouvernera avec les institutions démocratiques, enfin, soi-disant démocratiques, qui sont en place. Le plus important pour moi, c'est que le peuple gabonais a voté, le peuple gabonais a fait son choix. Il faut respecter donc, si nous voulons vraiment parler de la démocratie, respecter le choix du peuple. Et puis c'est ce que le peuple pour le moment veut par rapport au niveau de sa conscience collective aujourd'hui. Il faut prendre acte et voir maintenant, est-ce que le plus important est de voir est-ce que Oligui gouvernera autrement que les autres, c'est-à-dire être vraiment proche de la population, des peuples et comprendre quelle est la réalité existentielle que le peuple gabonais vit aujourd'hui. Un Gabon qui a moins de 3 millions d'habitants, producteur de pétrole, et qui aujourd'hui encore, on peut constater la misère, la pauvreté qui gangrène la société, le chômage. Je crois que... C'est-à-dire que le chantier est vaste. Le chantier est vaste, oui. Donc on verra bien la suite. Oui, votre première réaction à la suite de cette histoire politique en pratiquement 2 ans au Gabon? Oui, moi je trouve que cette élection a laissé libre quoi un plébiscite en réalité. Et quand vous êtes face à un plébiscite, il faut vous interroger, est-ce que nous sommes véritablement face à une réelle transition démocratique comme annoncé plus tôt? Et je trouve aussi, et ça c'est très important, qu'on ne peut pas être à la fois arbitre et joueur. Je pense que le dernier match de Ligue des Champions peut l'illustrer assez clairement. Dans la réelle vie politique, quand vous prenez le pouvoir par les armes, il est important parfois de laisser libre cours à une réelle transition démocratique. Et la transition démocratique veut quoi?
que le militaire puisse céder le pouvoir, puisse laisser l'occasion aux civils, aux hommes politiques de reprendre le flambeau afin de gouverner. La question de la gouvernance n'est pas une affaire de militaires. On doit être clair là-dessus. C'est vrai qu'à une certaine époque de l'histoire politique en Afrique, des militaires ont pris le pouvoir et l'ont bien géré. Le cas du Ghana dans les années 80, par exemple, illustre assez bien. Et bien d'autres cas sur le continent montrent que le militaire a la capacité, en réalité, d'arriver au pouvoir, mais dans un contexte précis, dans un contexte post-crise, c'est-à-dire post-crise politique, pour changer une certaine donne, pour amener une sorte de renouveau, d'apporter un renouveau au sein de l'État, au sein du pays en question. Mais dans le cas du Gabon, ça reste très complexe. Le cas gabonais est complexe parce que Brice Oligui Nguema est déjà un produit du système Bongo, et il est parenté également à la famille Bongo. Et derrière, quand vous il a servi dans le pouvoir Bongo. Il a servi le pouvoir Bongo, entre autres. Mais quand vous prenez également la composition de l'administration gabonaise, quand vous prenez la composition même de ce qu'on appelle le contre-pouvoir du système gabonais, eh bien vous vous rendez compte que c'est les mêmes qui sont restés. La tête a changé, la famille Bongo est passée de travers, mais je pense que les électrons qui gravitaient autour sont toujours restés. Et ça pose une question fondamentale. Alors justement, on vient de l'élire président de la République pour un mandat de 7 ans. Il n'a pas encore formé un gouvernement. Il n'a pas encore officiellement prêté serment pour entrer dans la plénitude de ses fonctions. Est-ce qu'il faut déjà lui jeter le tort pour avoir laissé sur place tous ceux-là qui étaient de la composition de l'administration Bongo? Pour moi, le piège se retrouve déjà, et je rejoins Emel Guérin par rapport à cette question de changer de veste. C'est juste un changement de veste, c'est un changement cosmétique en réalité. Dans le fond, rien n'a changé puisque, je le disais tantôt, Brice Clotaire Oligui Nguema est un produit du système, c'est un militaire qui a laissé, je vais dire, l'étoffe militaire pour désormais porter des costumes 3 pièces, mais ça ne change pas le fond de la personne ni ses idées. La question est de savoir surtout, est-ce qu'il va réussir à réconcilier les Gabonais? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir s'il va pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le piège militaire au pouvoir. C'est-à-dire, quand les militaires arrivent au pouvoir, ils tombent souvent dans le piège de pouvoir dominer l'appareil de la gouvernance sans laisser libre cours aux voix de l'opposition, à la liberté de l'expression à travers les médias et autres. Est-ce qu'il ne va pas tomber finalement dans ce piège militaire? Est-ce qu'il aura, je vais dire, cette aura pour aller au-dessus, je vais dire, de sa propre personne. Parce que gouverner aujourd'hui le Gabon, c'est répondre aux enjeux clairs et précis, les enjeux économiques. Le Gabon est englué dans des enjeux, enfin dans les difficultés économiques qui se ressentent au niveau du taux de chômage, qui se ressentent au niveau même du marché économique gabonais. Première chose. La deuxième chose, c'est que le Gabon est confronté à une crise sociale également. On parle de la mauvaise répartition de la richesse, de la mauvaise répartition de la manne pétrolière qui pose problème depuis les années 60. Exactement. Il n'y a qu'une élite, et je finis là-dessus, il n'y a qu'une élite qui en profite réellement. Et la dernière chose, et c'est la chose la plus importante en termes de défi, c'est véritablement réussir la réforme du système en réalité. La réforme systémique au Gabon pose problème. Et là, il peut aussi apparaître un autre piège, parce que réformer le système, ça se base qui est resté en place pendant plusieurs années. Sur des tests et des lois. Or, aujourd'hui, la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema apparaît comme le messie capable de pouvoir tout changer. Non, il ne s'agit pas de lui, il s'agit plutôt des institutions. De ceux-là qui doivent l'accompagner dans la mission. Et surtout des tests qui doivent être toilettés. Beaucoup de questions soulevées par Hamzat Abdoulaye, mais quand vous regardez au fond, on a vu, c'est un putschiste qui est venu au pouvoir, un peu plus, environ 19 mois de transition, il a organisé les élections, il s'est présenté lui-même, il a réussi, on a vu ce plébiscite à plus de 90% des voix, c'est dire donc que le peuple, est-ce que le peuple gabonais n'est pas en train de se voir à travers cette personnalité politique désormais, accepte son sort et veut l'assumer? Écoutez, je ne sais pas pourquoi l'extrémisme international accepte, admet, cautionne Oligui Nguema
Et au même moment, on est en train de vilipender, d'aciduler ce qui se passe au Sahel, par exemple. Ça n'a aucun sens, c'est de l'oxymore. Alors moi, je me permets de déconstruire cette théorie que je trouve, ma foi, amphigorique, qui nous permet aujourd'hui, que nous avons appris dans les écoles politiques et autres, que la gouvernance d'État politique appartient aux civils. Alors, il y a des réalités aujourd'hui. Le monde change. Il faut faire face à la réalité aujourd'hui des peuples, de ce que nous vivons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que ces civils qui nous gouvernent, qui nous ont toujours gouvernés, sont déconnectés, sont hors sol, déconnectés des réalités existentielles des populations. Une gestion calamiteuse, une gestion où la corruption est gangrénée par la société, et qu'au finish, ils sont inefficaces puisque les peuples n'y trouvent pas leurs intérêts. Et dans des situations comme ça qui se passent, lorsque le militaire apparaît, il apparaît comme une lueur d'espoir pour les populations. Il peut ne pas bien gouverner, mais nous avons plusieurs exemples à travers l'histoire politique mondiale et africaine, comme Hamza vient de le dire, le cas du Ghana, du Congolais. On a vu au Sankara aussi, qui a été coupé pendant 5 ans, les 5 ans de son mandat, de toute aide financière, et qui a relevé le Burkina Faso, qu'aujourd'hui, sa mémoire demeure encore vivace dans le cœur de la jeunesse africaine et burkinabé. C'est parlant. On a vu Mathieu Kérékou, qui est le père de la démocratie béninoise. Mathieu Kérékou, qui nous a permis d'avoir ce que nous avions aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est à lui le flambeau. Mathieu Kérékou est un homme d'État et qui a uni le Bénin, qui a réussi à unir le Bénin, qui est composé de plusieurs peuples, qui a quand même essayé d'avoir un État-nation, ce qui est très rare en Afrique. Il a réussi à le faire, et c'est un militaire. Regardez les civils, comment ils gouvernent. Regardez-les, les civils. Et donc, moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui la réalité. Et même quand ils sont civils comme Hitler, ils vont arborer une tenue militaire pour dire, parce que le militaire a un aura de discipline, de détermination. Et lorsqu'il y a danger, le militaire apparaît. Faire une transition et puis passer la main à un civil. À quel civil? On veut de la bonne gouvernance. Et je me souviens encore du général de Gaulle, que la France aujourd'hui encore adule, ma foi, et qui dit, mais c'est pas sur 7 ans qu'il va devenir dictateur. Donc la dictature, la mauvaise gouvernance, le despotisme et tout ce que vous voulez lier à la mauvaise gestion ne sont pas un apanage des militaires. Encore que, je vais vous dire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, c'est un militaire qui est là depuis 15 ans, il veut briller encore le 4e mandat. Et qu'est-ce que les civils font? Ils manipulent, ils utilisent, ils instrumentalisent les militaires pour garder leur pouvoir en fait. Et c'est ce que nous voyons. Quand je prends le cas comme je l'ai dit, de la Côte, même là où les pays où il y a eu coup d'État, il y a eu une situation calamiteuse d'abord qui était le terreau de ce qui se passe et que les gens en ont marre. Et lorsque les militaires arrivent, qu'est-ce qui se passe? Le peuple soutient. Le peuple. Alors, et pour vous, ça ne pose pas problème que Moi, ça ne me pose pas de problème. Je voudrais voir comment il va gérer le peuple gabonais. Si j'ai bien, tant mieux. Il n'y a pas tout ce que nous. Vous savez, même, je vais vous dire, nous sommes africains. Si nos dirigeants nous gouvernent bien, on se fout de la limitation des mandats, on se fout des élections. C'est parce que le peuple veut. Les élections sont organisées comment? Avec le tripatouillage, avec des irrégularités, et puis sont maintenus au pouvoir. On tue pour une élection. Vous comprenez qu'on peut tuer pour une élection? Vous accepteriez, vous acceptez, pourtant ça se passe. Et quand ils vont au pouvoir, on les acclame, on met en prison, on exile pour une élection, pour garder le pouvoir. Vous pensez que le peuple est bien géré? Et quand un militaire, c'est pour mettre fin à tout ça, on dit parfois, on dit ma foi, un militaire n'a pas le droit au pouvoir. Mais ce sont des citoyens. Ils sont des citoyens. Ils ne sont pas là pour tirer sur le peuple des armés, sur le peuple non armé. Quand le militaire tire, et que le décret démocratiquement est élu au pouvoir, et qu'il donne des ordres aux militaires d'aller tirer sur un peuple non armé. Vous cautionnez ça? Pourtant, les institutions démocratiques sont en place. Oui. Hamzat, de cette analyse. Oui, je pense que c'est une question sempiternelle, toujours posée, à laquelle on ne trouve pas forcément de réponse. Qui est apte à gouverner, le civil ou le militaire? Mais je pense que dans les mémoires collectives, le rôle du militaire, c'est de rester dans les casernes. C'est vrai que je disais tantôt que le militaire peut parfois gouverner dans un contexte post-crise, parce que les cas cités précédemment, le cas de la France en 1945, le cas de l'Allemagne et bien d'autres cas,
c'est vraiment dans des cas bien précis de crise en réalité. Alors, est-ce qu'on peut comparer ces crises à la hauteur de ce qu'on traverse aujourd'hui? On peut dire oui aussi dans un certain contexte parce que plusieurs pays, surtout de l'Afrique subsaharienne, traversent cette crise sécuritaire, traverse ce qu'on appelle désormais la crise de la démocratie aussi, qui est liée à la question de la mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme, la gabegie et tout ce qu'il y a rassemblés comme les véritables auteurs, ou en tout cas les coupables désignés, c'est bien sûr les civils. Depuis 1960, vous allez le constater. Depuis 1960, il y a une certaine faillite en réalité. Justement, mais on dit que les civils le font, mais c'est pas sans les militaires, alors, puisque ceux qui sont chargés d'assurer ou bien d'exécuter les ordres, ce sont les militaires. Ça implique plusieurs facteurs. Oui. Désigner les civils tout de suite, je pense que c'est trop gratuit. C'est tout l'appareil en réalité. C'est un problème systémique depuis 1960 qui s'est installé. Les débats ou les conférences des forces vives de la nation qui se sont instaurées dans les années 90 pour instaurer une sorte de démocratie, Nescafé en quelque sorte, n'a pas changé les choses en réalité. Le pouvoir a été confié aux civils, il y a eu des élections, mais au fond, le système n'a pas pour autant évolué. La question de la corruption reste posée, la question de la bonne gouvernance reste posée, et aujourd'hui, à l'ère de l'insécurité réelle liée à la crise du terrorisme, eh bien, les civils se retrouvent un peu dos au mur. Et face à ça, ces militaires cités précédemment donc, ont pris leurs responsabilités. Mais je continue de le dire, quand ça doit être dans le moyen et le long terme, il est important que le militaire puisse laisser la gestion du pouvoir aux civils, parce que c'est la seule garantie d'un avenir meilleur. Justement, ça c'est une chose. Quand il parle de transition, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pas pour baliser le terrain, remettre les choses à plat, repartir sur de nouvelles bases et permettre que le développement se fasse normalement? Oui, c'est une sorte de reset, de refonder les esprits, de reformer les gens à travers une nouvelle façon de voir les choses. Quand vous faites un tour à Ouaga où j'étais il y a quelques semaines, vous allez constater que la mentalité est différente désormais. Et les gens soutiennent bien sûr les militaires qui sont au pouvoir, mais dans un esprit précis, avoir un résultat meilleur à ce qu'ils ont obtenu ou à ce qu'ils ont vu ces dernières années. Et je pense que c'est un pari risqué parce que rien ne garantit que ce sera un succès, rien ne garantit que le militaire au pouvoir veut dire fin de la corruption, fin du népotisme, fin de la gabegie ou encore fin de l'insécurité au sens propre du terme. Non, mais je pense que c'est vraiment une synergie commune en réalité et des civils et des militaires qui peut en réalité faire en sorte que la chose puisse marcher en réalité. Oui, Émile Guérin. Oui, mais écoutez, quand mon ami me dit que c'est dans la conscience collective que les civils doivent gérer, c'est écrit où? Nous avons une histoire. Regardez le temps des empires, des royaumes. C'est des guerriers qui prenaient le pouvoir. C'est des chefs de guerre qui prennent le pouvoir. Ne prend pas le pouvoir n'importe qui veut. Et le peuple, la population ont confiance à quelqu'un qui est fort pour les protéger. Et ce que vous dites là, c'est juste un civil qui est au pouvoir, mais son pouvoir est assis sur quoi? Son pouvoir est consolidé par quoi? Par l'armée. Et regardez, dans toutes les parties du monde entier aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix? Il y a guerre partout. Au Proche-Orient, en Asie, avec ce qu'on voit avec Poutine et l'Ukraine, où il y a la paix, c'est la guerre. Donc nous sommes dans un état de guerre. Pourquoi? L'humanité est en train de vivre aujourd'hui une révolution mentale, une transmutation. Et c'est normal, tout changement de cap évoque forcément de la violence. L'humanité a toujours évolué comme ça. Et donc, même si on attribue cette citation à Cicéron, qui dit que la glaive doit s'incliner devant la toge, mais il faudra que le civil ait accès au pouvoir pour consolider ce pouvoir, pour être le garant des décisions. Je ne dis pas que de façon systématique, les militaires doivent prendre le pouvoir. Mais si dans une situation donnée, dans un pays, les contextes amènent à cela, il faut les respecter. Il ne faut pas les vouer aux gémonies pour dire vous n'avez pas le droit de gouverner, alors que sans eux, il n'y a pas de démocratie. Sans les militaires, il n'y a rien. Cela ne donne pas aussi, ne signe pas un chèque à blanc aux militaires pour la bonne gouvernance. Bien sûr que non. Mais il ne faut pas que les civils viennent nous foutre, excusez-moi, de la merde quand ils sont au pouvoir, pour tuer les populations civiles. Alors, et moi, je suis foncièrement contre le fait de ne pas respecter ceux qui ont voté pour vous.
écoutez, regardez quand ils font, ils sont en campagne électorale. Ils sont prêts même à s'agenouiller. On en a vu au Gabon, on en a vu actuellement au Gabon, avec tout ce qu'il y a eu, qui dansent. Ils ne les reconnaissent plus du tout. Ils déclenchent maintenant la répression. Ils répriment leur population lorsque... on est en mesure de revendiquer. De revendiquer. Et nous, on parle de démocratie. Alors d'accord. Voyons ce qui s'est passé au Gabon comparé à ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, au Mali ou encore en Guinée, où des militaires sont venus au pouvoir, mais plutôt que de faire passer très rapidement la transition et d'organiser les élections, un peu comme ça s'est fait au Gabon, ils se sont taillés des années de mandat. Alors, comment analysez-vous ça? Vous me direz peut-être que chaque peuple a ses réalités ou chaque dirigeant a sa vision, mais quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, où nous avons pratiquement 4 pays qui vivent sous le joug des militaires putschistes, alors que le tout dernier, qui est arrivé, lui, il a réussi à organiser les élections, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de caporalisation du pouvoir sans forcément passer par les urnes? Écoutez, on peut rajouter à votre liste l'Égypte ou la Libye aussi, mais on en parle très peu parce que, d'ailleurs, je me demande pourquoi on parle très peu du cas égyptien et du cas libyen. Est-ce parce que ça fonctionne mieux ou c'est juste parce que l'Afrique subsaharienne n'a pas le droit de choisir ses dirigeants à sa façon ou sa vision de voir les choses. Mais pour moi, les cas sont différents en réalité. Le cas gabonais, pour moi, c'est un cas véritablement différent de tout ce qu'on a vu jusque-là parce que on peut dire qu'il y a eu un coup d'État, ce qui est la méthode similaire qu'on retrouve un peu partout. Mais à la différence qu'ici, la question de la souveraineté n'a jamais été posée au Gabon. Le Gabon n'est pas dans cette phase de pouvoir reconfigurer son système, déjà hérité sous les Bongo depuis les années 70, donc, ni sa façon de fonctionner avec ses partenaires traditionnels. Ça n'a jamais changé. Donc je pense que Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas dans la dynamique des États de l'AES, n'est pas dans la dynamique du Niger, du Mali ou du Burkina Faso, pour la simple raison qu'il est un opportuniste qui a été biberonné par le système et qui est parvenu donc par un coup d'État à la tête de ce système et qui pour moi risque de tomber dans ce piège, de s'éterniser au pouvoir justement. Et je pense que fondamentalement, les Gabonais sont toujours en train de dormir. Peut-être qu'ils vont se réveiller dans les prochains mois ou dans les prochaines années. J'espère qu'il ne sera pas tard parce que quand on tombe souvent dans ce piège, le réveil est brutal. Et quand il est brutal, on peut constater les dégâts. Oui, je crois que je suis parfaitement d'accord. Sauf que mon ami pose bien le diagnostic, mais fait comme ce pas qui est dans un bocal qui ne fait que manger sa queue voulant sortir. C'est-à-dire que les élections ne sont pas aujourd'hui, on constate véritablement, ne sont pas la panacée pour la démocratie. Il y a des élections en ceux-là, comme vous voulez, dans certains pays, comme au Rwanda. Paul Kagame, personne n'a pas, c'est un homme militaire qui est là depuis 30 ans. Vous comprenez? Qu'on a dit aujourd'hui qu'il a changé le Rwanda, pourtant c'est un militaire. Le cas gabonais est vraiment atypique. Et je crois que les Gabonais ne sont pas encore sortis de l'auberge, bien évidemment, parce que cette question m'intéresse, la question de la souveraineté. Elle n'est pas posée parce que simplement, c'est une révolution de palais qui a eu au Gabon, et ils vont y rester. La preuve, pour annoncer sa candidature, c'est sur France 24 qu'il est allé nous faire son numéro, là-bas, vous comprenez. Donc, certainement qu'il allait recevoir l'onction du partenaire qui est la France. Bon, cela dit, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les peuples africains évoluer dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Les jeunes, les peuples africains aujourd'hui ont plus besoin d'émancipation, d'épanouissement, de souveraineté surtout. La question se pose. Et donc si cette question n'est pas posée, même quand vous me parlez de militaires, regardez au Togo à côté par exemple, il y a régulièrement des élections tous les 5 ans. Et pourtant, même, je vais dire, quand le fils a hérité, est venu en 2005, regardez les morts qu'il y a eu après les élections. Il n'est pas militaire, il est civil. Donc l'exemple est là, réel. Il faut toucher du bout du doigt. Donc je dis, les gens du Sahel ne sont pas hypocrites.
Ils sont restés dans leur costume, ils se sont donné 5 ans. Je dis, je préfère qu'on aille nous tronquer un costume cravaté pour nous dire que bon, nous sommes des civils, on veut gouverner désormais. Je ne crois pas que ce soit véritablement sale pour eux. Et donc, que ce soit civil, que ce soit militaire, il y en a qui peuvent bien nous gouverner. Comme les cas dont on a parlé, Kadhafi par exemple, pendant tout son règne, le peuple libyen se sentait bien gouverné, il n'y avait pas pratiquement de chômeurs, il n'y avait pas pratiquement de sans-abri. Vous prenez un pays comme la France, par exemple, que je connais très bien, il y a 9 millions de pauvres en France. Voulez-vous que nous soyons comme ça? Moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'il y ait 0 pauvre dans nos pays africains. Maintenant, les pays du Sahel particulièrement sont en guerre. Quand on est en guerre, il faut prendre des mesures de guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément que lorsqu'il y a un civil au pouvoir, il ne peut pas gérer cette crise. Mais c'est parce qu'avec les expériences qu'ils ont vues, chaque fois, le Mali, à l'époque, bien que coupé en deux, organisait des élections. Et c'est quelle élection ça? Ça n'a pas réglé le problème. C'est ça en réalité. Et donc, pour gérer cette crise, il faut de la constance dans la gouvernance. Il faut de la détermination de façon bien réfléchie pour ne pas commettre les erreurs que nous avons toujours l'habitude de commettre. Parce que lorsque un militaire intervient dans une situation de crise, par exemple, et organise une transition, vous comprenez avec moi que, comme le Mali, il y a eu le coup d'État de Amani Toumani Touré. Après, il est revenu, il a géré, et puis il a été boosté dehors également. Mais le problème a perduré. C'est ça la réalité. Donc, nous avions un problème de gouvernance. Nous avons un problème de déconnexion des réalités du peuple que nous, civils, ont appris dans les écoles. L'élite politicienne est corrompue jusqu'aux os. L'élite politicienne a constitué une sorte de marais autour de la gestion de la gouvernance d'État. Et aujourd'hui, que je vous dis, que partout, que ce soit aux États-Unis par exemple, que ce soit en France avec Macron en 2017, on a vu que les partis politiques ont échoué et que les partis politiques n'ont jamais développé une nation. Et donc il est inconcevable aujourd'hui que nous pouvions aujourd'hui réfléchir de façon intellectuelle autour des partis politiques pour prendre le pouvoir. Et que quand quelqu'un est citoyen, attendez, quand un citoyen ne veut pas adhérer à un parti, ce qui est libre, est-ce que pour autant il doit être exclu? Qu'on nous dise que la gouvernance d'État égale exclusion, je dis qu'est-ce qu'on veut laisser à la génération qui arrive? Oui. Une dernière intervention, rapidement, puisque nous sommes au terme là. Je pense que nous sommes arrivés à un point central en réalité au sein de nos États, surtout en Afrique. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions par rapport à l'avenir de cette démocratie. Est-ce que cette démocratie est héritée? Est-ce que cet État importé qu'on nous a imposé, d'ailleurs en nous imposant un ordre international aussi, la question du drapeau, du territoire, de la gouvernance et bien d'autres, c'est importé. Et il a dit tout à l'heure, on avait des royaumes, on avait un modèle qui a été cassé, qui a été brisé. Et on nous a imposé un État. Un État nous a été... Nous sommes en plein dedans. Ah oui, mais un État nous a été importé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va défendre cet État importé parce qu'on n'a plus le choix de revenir en arrière, de revenir à la royauté ou au royaume? On n'a peut-être plus le choix, mais on a le choix de pouvoir intégrer, de réinventer en réalité notre démocratie, de réinventer le modèle de gouvernance. Et ça, c'est à travers surtout le choix de nos hommes. Il est temps aujourd'hui que les peuples et les populations puissent atteindre cette maturité. Je ne dis pas qu'ils sont immatures, les peuples, non, au contraire. Mais il est temps qu'ils assimilent désormais que choisir un homme à la tête de leur État, c'est choisir en réalité leur avenir en réalité. C'est choisir la façon dont leur avenir sera façonné. Et tant que ça ne sera pas intégré dans toutes les têtes, on va ressembler à ce mythe de Sisyphe qui consiste à pousser la pierre au-dessus de la montagne et à retomber à chaque fois dans le ravin. Oui, dernier mot. Oui, je dirais simplement que l'espoir est permis et je suis certain qu'aujourd'hui, avec cette dynamique de révolution mentale au niveau de tous les peuples du monde entier, l'Afrique aujourd'hui est à un positionnement prépondérant, fulgurant. Et parce que l'Afrique a intérêt à se repositionner dans cette reconfiguration de la géostratégie géopolitique internationale où nous avons désormais droit à une multipolarité. Donc l'Afrique doit se positionner sur cette échiquier internationale pour repenser à elle-même, à ses valeurs endogènes. Parce que c'est une guerre de civilisation. Poutine l'a annoncé,
Trump est en train de le dire exactement aujourd'hui. Merci à vous, Emile Guérin. Merci beaucoup. Vous êtes internationaliste, expert en communication politique et gestion de crise. Merci à Abnouzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique. Et vous êtes également un spécialiste des relations internationales et diplomatie. C'était donc en toute franchise sur le grand rendez-vous qui vient mettre un terme à ce numéro. Merci à chacun et à tous et bonne soirée chez vous.